Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, accrochez-vous parce que le menu, il est sacrément copieux aujourd'hui, entre d'une part le tirage au sort de l'Europa League, qui a été selon moi plutôt clément pour l'OL, les dossiers Mercato en numéro 2 avec le cas Koumbedi qui maintenant est parti à Wolfsburg, le cas Diawara, tout ça on va en parler ensemble, et en numéro 3, on se posera une question avec le dossier Mikotadze, qui est un dossier extrêmement important à mes yeux, et une question en toile de fond, et vous me direz votre point de vue en commentaire. Est-ce que selon vous, le mercato de l'OL prend oui ou non une mauvaise pente, une mauvaise direction, avec le très probable départ de Georges Mikotadze côté Espagne et côté Villarreal? À vous de me le dire, et j'ai quelques arguments pour vous donner mon point de vue sur le sujet. Avant de commencer les gones, comme toujours, si vous aimez ce type de contenu, la causerie, pensez à liker, pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur les sujets évoqués ensemble, l'Europa League, le tirage au sort, le mercato, les départs, et évidemment ce gros dossier Mikotadze. Est-ce que selon vous, oui ou non, l'OL prend le bon chemin sur la fin du mercato estival? Et si vraiment vous aimez beaucoup la chaîne et ce que je fais, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi booster le contenu, ce qui aide fortement, très fortement, au référencement et de la vidéo et de la chaîne. Merci pour tout ça, les amis. On commence donc par le dossier numéro 1, c'est le tirage au sort pour l'OL en Europa League, qui était plutôt attendu. C'est toujours un événement attendu quand on fait une Coupe d'Europe, le tirage au sort, et pour le coup, les amis, je pense qu'il a été plutôt clément avec notre club. Pourquoi? Alors, je mets à l'écran le petit visuel. Donc, l'OL va recevoir 4 matchs et ira 4 fois aussi en déplacement. Je rappelle le principe, on est sur un petit championnat de 8 matchs, et donc ce coup-ci, l'OL a eu un tirage au sort plutôt clément, je trouve, avec tout d'abord à domicile un match contre Salzbourg. Bon, ce sera peut-être l'un des 2-3 gros matchs de cette phase de mini-championnat. On jouera aussi à domicile le PAOK Salonique, et donc le retour à Lyon d'un certain Dejan Lovren. On jouera le FC Bâle à la maison, et enfin on affrontera les Go Ahead Eagles, dans mon anglais si mauvais, si moyen malheureusement, le club de Eredivisie. Et on jouera donc aussi 4 matchs à l'extérieur, dont un que j'attends impatiemment, le club de mon ami Fabrice du Real Betis, match super sympa à voir dans un beau stade, et une fort jolie ville aussi, culturelle, architecturale, gastronomique, bref, ça vaut le détour. On se déplacera aussi au Maccabi Tel Aviv, et on affrontera aussi les Young Boys de Berne chez eux en Suisse, et donc Utrecht, un club aussi de Eredivisie. Voilà pour le programme de l'OL, ça me paraît relativement clément les amis, parce que voilà, disons-le clairement, on a évité le pire. Le pire, c'était quoi? C'était quel club donc de l'Europa League? C'était par exemple la Roma de Gasperini, Porto ou encore Fenerbahçe du démissionnaire José Mourinho, ou encore Nottingham Forest d'un certain Monsieur Marinakis. Ça, on l'a évité, tant mieux, c'est très bien. On a un parcours qui me paraît, je pense, assez accessible, abordable. Et je rappelle que l'an passé, on avait un barème, une sorte de seuil à atteindre pour être quasiment sûr d'un point de vue statistique d'aller en huitième de finale. C'était la barre symbolique des 11 points. 11 points, ça fait quoi? C'est 3 victoires et 2 nuls. Et si on est vraiment entre nous honnêtes, on peut dire que un tirage au sort avec Salzbourg, le PAOK Salonique, le FC Bâle, les Go Ahead Eagles, le Real Betis, le Maccabi Tel Aviv, les Young Boys de Berne ou encore Utrecht, voilà, c'est pas non plus impossible. Je pense que l'OL doit être ambitieux, sûr de son fait. Voilà, un OL sérieux, logiquement, ça doit faire au moins sur les 8 matchs, au moins 14-15 points. Voilà, 14 sur 24, c'est pas impossible. Ça fait quoi? Ça fait, 3 victoires et on va dire 5 nuls, ou alors 4 victoires et peut-être 2 nuls. C'est pas impossible du tout. Si on prend les points à la maison contre Salzbourg, le PAOK, si on fait un bon match à Berne, si on prend les points contre les Go Ahead Eagles et Utrecht, voilà, on aura fait le chemin. Donc pour moi c'est un bon tirage, vous me le direz en commentaire les amis, ça me paraît largement possible pour l'OL, et donc je le dis clairement, objectif top 8, n'ayons pas peur de l'ambition, top 8 ça me paraît largement possible, même si, là encore attention, il y a un mercato qu'il faut bien finir et bien gérer, c'est pas évident, on en reparlera juste après. Alors le mercato, venons-y les amis, qu'en est-il? On commence par le transfert qui est maintenant officiel de Saël Koumbedi à Wolfsburg, un prépayant d'1 million plus une option d'achat obligatoire d'environ 6 millions et un petit bonus, je crois, de 2 millions d'euros. Me concernant, comme je vous l'ai dit en vidéo hier, ça me paraît plutôt
cohérent en termes de prix. Voilà, si l'OL parvient à grappiller au total 7 plus de 9 millions sur Koumbedi, c'est très très honnête, ça me paraît fair comme transfert pour le club et aussi pour le joueur qui va pouvoir jouer dans un club qui compte en Bundesliga, une ligue qui est très très ouverte, qui prône un jeu offensif. Pour moi, c'est clairement un deal gagnant pour tout le monde. On enchaîne, dossier suivant. C'est le cas de Mamadou Diawara qui, selon Hugo Guillemé et donc l'équipe, est en passe de signer, de s'engager du côté du Royal Antwerp, de Stef Wils, le coach donc d'Antwerp. Une équipe que je connais plutôt bien, que je suis tous les week-ends dans Jupiler Pro League, parce que j'aime beaucoup la D1 belge, comme beaucoup j'imagine. C'est une ligue qui est remplie de talents, de bons joueurs, de profils intéressants. Alors Diawara à Antwerp, pour revenir un petit peu au sujet que j'évoquais à l'instant, ça me paraît un bon deal pour tout le monde. Alors pour l'OL, qui ne comptait pas sur lui, il fallait le vendre. Pour le joueur, ça me paraît là aussi un projet cohérent. Je rappelle qu'à Antwerp, c'est un club qui joue en 3-4-2-1, bien souvent 3-4-2-1, 3-5-2. Et dans ce 3-4-2-1, 3-5-2, il y a au milieu de terrain des joueurs qui ont beaucoup de volume de jeu, dont un certain Mamadou Doumbia que j'aime beaucoup. C'est mon petit poulain que j'aurais aimé voir à l'OL. Sait-on jamais, qui sait, sur un malentendu, un de ces quatre. Mais bon, je crois que c'est un peu trop tard pour nous, et trop cher surtout, pour l'OL low cost 25-26. Mais voilà, c'est typiquement Diawara un profil qui peut être vraiment valorisé à Antwerp, avec Stef Wils, le coach d'Antwerp. Vraiment, si j'avais été l'agent de Diawara, je lui aurais dit, écoute Mamadou, t'as un bon projet, Antwerp, une belle ligue qui te fera, tu joueras beaucoup, tu auras un projet de jeu qui sera intéressant pour toi, tu pourras te développer, tu pourras grandir, vas-y fonce quoi. C'est un club qui vraiment compte en Jupiler Pro League, qui est scruté, qui est surveillé. Si tu fais une bonne saison ou deux, eh bien tu peux très vite te relancer et aller pourquoi pas jouer en Bundesliga, en Angleterre, qui raffole tant des profils de joueurs qui ont beaucoup de volume de jeu, de courses comme Diawara. Donc on verra bien, mais ça me paraît cohérent. En ce qui concerne le montant du transfert, on est sur un prêt payant de 500 000 € plus une option d'achat à 3,5 millions d'euros hors bonus. Donc l'OL l'a valorisé entre 4 et 5 millions, j'imagine. Voilà, c'est peut-être un petit peu en dessous de ce que j'aurais imaginé. Me concernant, je l'aurais peut-être valorisé, je pense, à 5 ou 6 millions. Alors on n'est pas loin non plus, c'est pas à des kilomètres du montant que paiera Antwerp. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que l'OL fait une vente de plus dans sa quête des fameux 40 millions qui est le but financier du club. Le joueur aura un projet sportif qui sera pour lui, je pense, vraiment valorisant. Et côté belge, côté Antwerp, ils vont récupérer un profil qui matche bien avec le projet du coach Stef Wils. Voilà pour les départs côté Olympique Lyonnais. Maintenant, côté potentiels arrivées. On a eu quelques rumeurs aujourd'hui, des informations qui, pour certaines d'entre elles, ont été démenties aussi vite qu'elles sont apparues publiquement. C'est le cas, par exemple, d'Azpilicueta, de César Azpilicueta, qui, selon la presse espagnole, intéressait visiblement l'OL. Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif de l'OL, l'a même confirmé. Oui, il y a eu des contacts entre Azpilicueta et l'OL, mais l'information est très vite tombée à l'eau, aux oubliettes, puisque quelques heures après sa publication, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que César Azpilicueta s'engageait avec le FC Séville. Voilà, dossier aussi vite refermé qu'il n'a été ouvert. Les choix du mercato, des rumeurs, et je pense aussi un petit peu, il faut le dire, des jeux d'agents qui aiment bien prêcher le faux pour savoir le vrai sur différents dossiers. Au rayon des arrivées toujours, on a aussi eu un petit écho, une petite rumeur qui vient du côté transalpin, côté Italie, puisque selon Di Marzio, le journaliste italien qui est un expert du mercato, l'OL suivrait la piste du jeune ailier gauche de 21 ans argentin, un certain Benjamin Dominguez, qui évolue à Bologne, donc en Serie A. Joueur que j'ai vu jouer quelques fois l'an passé, alors pas beaucoup, je dirais peut-être 3 ou 4 matchs, profil qui n'est pas inintéressant, loin de là, un profil de joueur très tonique, plutôt ailier gauche qui rentre dans l'axe, qui aime bien provoquer en 1 contre 1, qui a une belle pointe de vitesse, une belle accélération, une qualité physique qui est indéniable, et qui aime bien aussi conclure quelques actions. Profil intéressant, très jeune, qui rappelle, pour moi en tout cas, il est un petit peu hybride. Il est entre l'ailier gauche de percussion et le quasiment 9,5 numéro 9. Il est un petit peu entre les deux. C'est un petit peu la mode des ailiers qui sont à la fois buteurs, stateurs. Il est en plein dedans, Benjamin Dominguez. Profil intéressant. Vraiment, j'aime bien. L'idée me paraît séduisante. Maintenant, voilà, on est qu'au stade de la rumeur, pas plus, pas moins. C'est, je pense, l'un des dossiers qui peut évoluer en fonction du cas Malik Fofana.
Voilà pour la parenthèse Benjamin Dominguez de Bologne. Et enfin, au rayon des joueurs qui auraient pu signer à l'OL mais qui ne viendront pas à l'OL, il y a un cas qui m'a beaucoup frustré les amis, et c'est un petit peu mon édito, mon coup de gueule, je peux le dire comme ça, c'est le cas de Facundo Buonanotte. Alors, Buonanotte, j'en ai parlé en vidéo hier, j'ai fait un petit encart sur le fameux carré de Fonseca et je vais vous expliquer pourquoi tactiquement, selon moi, Buonanotte serait le profil parfait pour compléter, pour maximiser l'animation du carré de Paulo Fonseca. Et bien que se passe-t-il? La rumeur qui pourtant avait été confirmée par Hugo Guillemé, elle est maintenant refermée, puisque on a appris via la presse britannique, via Ben Jacobs, que le joueur allait non pas partir en prêt côté qui vous voulez, côté OL, côté Leeds ou peu importe, non, il va partir sur un transfert quasiment définitif côté roulement de tambour pour leur 55e contrat professionnel côté Chelsea. Eh ouais, rien que ça. Chelsea qui va engager son 85e joueur depuis maintenant quelques mois. C'est le foot d'aujourd'hui qui part totalement en cacahuète. Ça n'a ni queue ni tête. Un effectif pléthorique où chaque poste est quasiment quadruplé, quintuplé. À quoi ça sert? Voilà. À quoi ça sert quand on est Buonanotte de partir à Chelsea si on sait qu'on n'a quasiment pas de chance de jouer au foot? Moi, je m'interroge. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, depuis maintenant 15 ans, 20 ans, le football européen, il est gangréné par les fonds souverains, les fonds étatiques qui ont totalement dérégulé l'économie, l'écosystème du foot, à coût de dizaines, centaines de millions d'euros, des puits sans fond, des puits sans limite. Et en plus de ça, on doit se taper le fléau des fonds privés d'investissement, les fonds privés multiclubistes qui créent des constellations de clubs et de joueurs, et qui vont empiler des dizaines de gardiens, des dizaines de buteurs, des dizaines de numéros 6, tout ça pourquoi? Pour nourrir une constellation multiclubiste, toutes les joies du foot version moderne. Ça me dégoûte. Littéralement, ça me dégoûte, clairement, parce qu'on parle d'un profil Buonanotte qui pourrait faire le bonheur, le plaisir de 90% des clubs européens, hormis le gratin. Il joue partout. Il joue à l'OL, il joue à Marseille, à Monaco, il joue même à Milan, il joue à Séville, il jouerait partout, ce joueur-là. Et non, il va aller empiler une énième strate de joueurs de Chelsea. Voilà, c'est génial. Tant que ça marche bien, tant que l'argent coule à flot, on ne dit rien, on se tait. Le multiclubisme, on ne dit rien. Les fonds étatiques, on ne dit rien. Le Qatar qui met des dizaines de millions d'euros, on ne dit rien. Abu Dhabi qui en fait autant, on ne dit rien. Les Saoudiens qui en font autant, on ne dit rien. Bluco, Chelsea, Todd Boehly qui font n'importe quoi, on ne dit rien non plus. Bref, et le pire, c'est quand Chelsea et Bluco prêtent des joueurs qu'ils ont payés 10, 15, 20 millions, 22 millions à Strasbourg, le petit frère strasbourgeois, pour quasiment peanuts, pour un Kinder, Bueno et 2 Twix. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ce foot-là est totalement dérégulé, déraisonné, voilà, ça n'a aucun sens. Bref, parenthèse refermée, mais qu'est-ce que je vomis ce foot qui est ultra financiarisé avec des fonds d'investissement privés et des fonds aussi étatiques, souverains, qui dérégulent totalement l'économie et l'environnement du football européen et mondial. Ça ne rime vraiment à rien. Bref, on passe à la suite. Sujet numéro 3, les amis. C'est le dossier le plus brûlant, le plus épineux. Et là, les amis, il faut vous mouiller la nuque puisque Miko Tadze, c'est quasiment un secret de Polichinelle, va quitter l'OL. La journée commençait mal puisque de bon matin, on a eu quelques petites alertes côté presse française et l'équipe qui nous disait que Miko Tadze avait quelques touches avec Aston Villa ou encore Neom côté Arabie Saoudite, mais surtout l'information est tombée vers les coups de, je crois, 17h-18h. Villarreal a fait un pressing intense pour récupérer Georges Miko Tadze. Et là, pas manqué, on l'a tous compris très vite, l'OL a rencontré les dirigeants de Villarreal, et quand c'est comme ça, on comprend très vite ce qu'il va se produire. Sur les coups de 18h, de façon presque inévitable, tombe une information, il y a un accord tripartite entre l'Olympique lyonnais, Villarreal et Georges Miko Tadze. Il semblerait que les agents du joueur aient poussé très très fort pour le deal. Voilà, Georges, si tu m'entends, il faut t'entourer aussi correctement. Et donc, l'accord sur un montant qui serait aux environs des 30 millions d'euros, soit 25 millions d'euros secs, plus 5 de bonus. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'il faut avoir plusieurs angles d'attaque sur le sujet.
plusieurs grilles de lecture d'un point de vue déjà sportif. Me concernant, je vous le dis franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que on est le 29 août, 20h38 à l'heure où je vous parle. Quand tu perds ton numéro 9 qui fait toute la pré-saison, qui joue à Lens contre Metz, forcément ça pose question. On jouera donc après-demain un match extrêmement important contre l'OM à domicile. Match qui va compter cher pour l'OL puisque c'est un match qui va permettre de jauger ce que l'on vaut vraiment, un match un petit peu étalon en Ligue 1. Est-ce que l'OL pourra faire plus qu'être une équipe seulement sympathique à avoir joué en France? Est-ce qu'on va être un peu plus que ça? Est-ce qu'on peut être une équipe qui, pourquoi pas, tentera de décrocher un top 4 en Ligue 1? C'est l'une des réponses que l'on aura dimanche soir, je pense. Et donc ce match-là, on devrait logiquement, si je me fie à ce que dit l'équipe et donc Hugo Guillemé, le jouer sans Georges Mikotadze. C'est pas le transfert qui me pose question et qui me pose problème, c'est le timing. Tu perds ton numéro 9 titulaire à 2 jours d'un match hyper important et tu le perds surtout en toute fin de mercato. Et même si la cellule sportive a trouvé des profils qui sont des candidats dits entre guillemets sérieux comme numéro 9, peu importe, je maintiens ce que je dis là. Le timing, il est catastrophique. Pour moi, sportivement, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ceux qui me diront « Ouais, il part, c'est pas très grave », attention, je rappelle que Mikotadze, toute compétition confondue, sur 40 et quelques matchs, c'est 17 buts et 10 passes décisives. Donc ayons ça en tête, l'ayons bien en tête, on fait partir un joueur qui vaut 17 buts, 10 passes D, donc 27 fois décisives en une quarantaine de matchs. Pour un joueur qui n'a pas tout le temps été titulaire à l'OL. Attention, ça aussi il faut le dire. Donc sportivement, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Je mets à l'écran le top 10, top 15, top 20 des numéros 9 les mieux vendus lors du mercato estival en Europe. Écoutez bien, il y a des chiffres moi qui m'interpellent. Parmi les plus grosses ventes des numéros 9 en Europe, qu'est-ce qu'on a? Aux environs des 30 millions d'euros. On a par exemple Kalimuendo, vendu 30 millions par Rennes à Nottingham Forest. On a Evan Guessant, vendu par Nice à Aston Villa, 30 millions. Et on a aussi Tierno Barry, l'ancien de Villarreal que devrait donc remplacer Mikotadze en Espagne, parti à Everton pour 30 millions d'euros. Dans quel monde, les amis, et je vous défie de me dire que c'est vrai, dans quel monde Mikotadze vaudrait moins que Kalimuendo, Tierno Barry ou Evan Guessant? Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel c'est le cas. Miko, c'est 17 buts, 10 passes D, 27 fois décisives en une quarantaine de matchs. Quand je prends les stats de Tierno Barry, pour ne citer que lui, en 35 matchs de Liga, c'est 11 buts, 4 passes D. Alors oui, il a un profil qui est atypique, il est grand, puissant, pivot. L'Angleterre raffole des profils comme ça, c'est vrai, mais en termes de stats purs, c'est un profil qui est moins efficient que Mikotadze. Kalimuendo, parlons-en, l'an passé avec Rennes, 18 buts, 4 passes décisives. Mikotadze, 17 buts, 10 passes décisives. Pourquoi? Pour quelle raison Miko vaudrait-il moins que Kalimuendo? Aucune, il n'y a aucune raison. Donc je le maintiens, sportivement c'est une perte, un coup de canif dans le projet sportif de l'OL, et économiquement, c'est pour moi en tout cas mal vendu. Certains me diront mais Mika c'est bien vendu parce que l'OL doit trouver 40 millions pour satisfaire la DNCG, l'UEFA, les différents accords engagés avec eux. Très bien, et moi je vous rétorquerai les gones que Mikotadze, si tu le vends, c'est pas fin août qu'il faut le faire, c'est soit début août ou courant juillet. Là t'es pris à la gorge et j'espère une chose, c'est que le profil qui va arriver, alors on parle beaucoup de Taremi, l'Iranien de l'Inter Milan. Bon, profil très différent, athlétique, puissant, pas très mobile, profil vraiment très différent. Mais j'espère vraiment que le profil qui va arriver comme titulaire à l'OL va apporter une certaine garantie. Parce que on parle beaucoup de paris, de joueurs à relancer. Ok, mais une saison comme celle-ci où tu es en Ligue 1, tu veux finir en Europe, tu veux être bon en Europa League, si tu fais une saison avec un numéro 9 qui n'a aucune garantie, moi ça me pose question. Ça me pose vraiment question. Et c'est pour ça qu'il faudrait être vraiment attentif et vigilant au profil que vont sortir les gens de la cellule sportive de l'OL. Est-ce qu'on ira sur un profil de joueur expérimenté qui cire le banc en club? Est-ce qu'on ira sur un, donc en l'occurrence Taremi, est-ce qu'on ira sur un profil plus jeune à potentiel
qui peut être plus fort dans le mouvement, déplacement, plus complet. J'avais quelques noms que j'avais repérés au fil des matchs que je vois en Italie, en Belgique, en Argentine, en France, au Portugal. J'avais une dizaine de numéros 9 qui me paraissaient intéressants, pas trop chers, environ 5 millions, 5-10 millions. Mais le problème, c'est que quasiment tous les noms que j'avais repérés dans mon petit calepin, ils ont tous trouvé un club durant l'été. 2 par exemple, en l'occurrence Nicolas Stulic, parti en Serie A, et un certain Mattia Frigan, parti lui aussi en Serie A, et qui s'est fait les croiser. Ces 2 noms que j'avais repérés au fil des matchs, notamment en Jupiler Pro League, et qui me paraissaient intéressants. Donc là, on verra bien ce que choisiront nos dirigeants, la cellule sportive. J'ai hâte de voir le profil et le nom qui a été retenu. À voir. Pour moi, c'est le dossier qui fera pencher du bon ou du mauvais côté le mercato estival de l'OL. À vous de me le dire en vidéo. Est-ce que pour vous, les amis, le départ quasiment acté de Nico Tadze est une grosse perte pour l'OL? Si oui, quels seraient les profils, selon vous, qui seraient les plus pertinents pour le club? Et est-ce que pour vous, ce dossier-là fait basculer du mauvais côté l'été de l'OL? Moi, j'ai quelques idées en tête, je l'ai dit, j'avais Stulic, Frigan, et pourquoi pas, il y a un profil qui me paraît intéressant. Je vous le soumets comme ça, hop, ni vu ni connu, en fin de vidéo. Moi, je pense qu'un profil comme Dalinga, qui a fait une saison plus que moyenne en Serie A l'an passé, je pense que Dalinga, c'est l'un de ces profils qui serait intéressant parce qu'il est grand, il est bon dos au jeu, il peut jouer en pivot, il est bon dans le mouvement, déplacement, et même si sa dernière saison a été mauvaise avec Bologne, je pense qu'il a un profil vraiment intéressant, Fonseca compatible, et dans les critères de recherche assez restrictifs de la cellule sportive de l'OL, sous contrainte financière, je pense qu'il a un profil vraiment intéressant, et pourquoi pas, soyons fous, un prêt avec option d'achat en juin 2026 pour Dalinga. À vous de me le dire en commentaire, les amis, je vous lirai avec grand plaisir. Sur ce, les gones, portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et tous, et on se retrouve très vite pour parler de l'OL et de la fin du mercato qui, je l'espère, sera positive pour nous. Ciao, ciao les gones. Allez l'OL plus que jamais.